Merci d'être présent ce soir et je vais donc tâcher de vous parler de l'inconscient à partir de la phénoménologie. Alors j'ai nommé ma communication l'insu que c'est du phénoménologique, en référence au séminaire 24 de Lacan, simplement d'un point de vue formel, qui s'appelle l'insuccès de l'une bévue, c'est l'amour, mais surtout afin de vous faire entendre d'une part l'insuccès de la phénoménologie à l'endroit du concept même d'inconscient, c'est-à-dire l'incapacité historique de la plupart des phénoménologues à prendre en charge la découverte psychanalytique freudienne et son élaboration lacanienne, afin de lui donner une portée philosophique à la hauteur de l'inédit que la psychanalyse révèle à l'endroit de la vie humaine, à savoir, pour le dire très simplement en guise de propos liminaire, la place d'un insu constitutif dans la vie de tout sujet, en tant que cet insu, toujours singulier, fonde son expérience subjective tout entière, et se faisant rien de moins que la réalité, dessinant le cadre même, depuis cet insu, de tout ce qu'il pourra accomplir de plus propre en sa vie. D'autre part, par ce titre, l'insuccès du phénoménologique, je veux faire entendre l'insu, voire le refus, sinon l'ignorance, qui me semble demeurer à l'endroit des élaborations psychanalytiques de l'inconscient, de telle sorte que l'hypothèse qui consisterait à supposer que l'inconscient est de part en part, et je ne dis pas un peu ni partiellement, mais bien que l'inconscient est de part en part, c'est-à-dire fondamentalement, voire matériellement phénoménologique, pourrait sembler être une hypothèse tout à fait crapuleuse, signant l'ignorance crasse à l'endroit de la psychanalyse de celui qui s'essaierait à la formuler. En effet, inutile de dresser ici la liste de ce qui, tant dans la littérature philosophico-phénoménologique que dans la littérature psychanalytique, oppose les deux disciplines et constitue ainsi la chansonnette d'une incompatibilité et d'une hétérogénéité entre les deux champs. Mon hypothèse est tout autre, bien sûr, et cette pseudo-hétérogénéité me semble devoir être dénoncée puisqu'elle constitue rien de moins qu'un scandaleux sommeil dogmatique à l'endroit de toute anthropologie philosophique qui prétendait dire ce qu'est l'humain au XXIe siècle, fort de l'héritage que nous lèguent la phénoménologie et la psychanalyse, dans l'inédit et le propre de leur position théorique, pour saisir le proprement humain. Ceci étant dit, avant de commencer plus directement ma conférence, je voudrais faire un grossier mais nécessaire rappel. Je commencerai donc par rappeler que la phénoménologie s'annonce dès son origine sous la plume d'Edmund Husserl comme science des phénomènes ou science de l'apparaître, et fait ainsi l'hypothèse que la réalité est de part en part relative à la conscience qui en fait l'expérience. Il s'agit par là de formuler une thèse naïve. Il ne s'agit pas par là de formuler une thèse naïvement relativiste qui affirmerait que toute épreuve de la réalité est subjective en tant qu'elle est propre à celui qui en fait l'expérience, mais bien plutôt qu'il n'y a aucun sens à affirmer que quelque chose existe en dehors du fait que cette chose soit justement saisie selon des coordonnées subjectives. Bref, la phénoménologie pose donc que tout étant, toute chose, n'importe quel truc en somme, est relatif à ces modes de données, c'est-à-dire qu'une chose n'est ce qu'elle est que par la manière qu'elle a de se donner, de se manifester à nous dans et par une expérience, si bien qu'une chose qui n'apparaîtrait pas selon ces modes de données subjectifs ne serait tout simplement pas et n'existerait donc pas. Ou plutôt, que si nous cherchons à dire ce qu'est une chose autrement que par la manière qu'elle a de se donner, nous nous rendons incapables d'en saisir l'essence et nous nous condamnons bien plutôt à des élucubrations mensongères quant à la réalité de la chose dont nous prétendons parler. Afin que vous puissiez comprendre la suite de mes propos et le cadre dans lequel ils se constituent, je me permets d'insister, voire de répéter ce que je viens de vous dire de la phénoménologie en faisant maintenant référence plus techniquement à Husserl, fondateur de la phénoménologie. C'est à partir du paragraphe 48 de la crise des sciences européennes qu'Edmund Husserl rappelle ce qu'est la tâche de la phénoménologie. Comme je viens de vous le dire au fond, il s'agit pour la phénoménologie d'élaborer, je cite, l'a priori corrélationnelle universelle. La corrélation dont il est question n'est autre que celle qu'il y a entre l'objet d'expérience, c'est-à-dire la chose, le truc, le machin, telle table ou telle idée, et ses modes de données, c'est-à-dire le vécu subjectif, la manière dont telle chose se donne, m'apparaît, étant entendu, je cite Husserl, que tout étant, quel qu'en soit le sens et quelle qu'en soit la région, est l'index d'un système subjectif de corrélation.
ce qui signifie encore que l'apparaître de la chose est une donnée d'essence, qu'une chose qui n'apparaîtrait pas ne serait tout simplement pas, et qu'ainsi la réalité tout entière doit être comprise comme cet unique espace phénoménal caractérisé par sa relativité au mode de sa propre donation corrélationnelle. D'une telle découverte, l'on pourrait penser, et son fondateur Husserl lui-même n'a pas manqué d'y croire aussi au moins un temps, l'on pourrait penser que la corrélation phénoménologique offre à la conscience une toute-puissance à constituer tout le sens et la réalité dans la transparence de ses vécus, c'est-à-dire dans son auto-évidence pure, si bien que, d'une part, tout ce qui est n'est que d'être tel qu'il se constitue dans et par la conscience, mais que tout ce qui n'apparaît pas, c'est-à-dire n'est pas constitué par cette conscience, dans la transparence de ses vécus, dans l'évidence de sa constitution de nation, n'est pas du tout. C'est ici, dans cette grossière idée de la phénoménologie, que se cache une partie du malentendu historique qui la condamne à ne pouvoir se reconnaître dans ce qu'implique la reconnaissance de l'hypothèse de l'inconscient singulier. À reconnaître minimalement que la psychanalyse est une pratique clinique découverte par Sigmund Freud, fondée sur l'hypothèse d'existence de l'inconscient, en tant que celui-ci instaurerait un clivage dans la vie de conscience de tout sujet entre ce qu'il sait, ce qui lui apparaît de manière transparente, et ce qu'il ne sait pas, ce qui ne lui apparaît pas, mais pour autant serait bien sien, lui appartiendrait sans lui apparaître, eh bien cela supposerait, formulaire ainsi, que phénoménologie et psychanalyse ne peuvent être vraies en même temps. Or, tout ceci me semble, et c'est le sens de cette conférence, une sorte de gloubi-boulga confusionniste que certains phénoménologues et peut-être aussi certains théoriciens de la psychanalyse réitèrent comme un paternoster, se rendant incapable de voir ce que Merleau-Ponty, en 1961, quelques mois avant de mourir prématurément d'un arrêt cardiaque, dans la préface au livre du docteur Hénard, appelait de ses voeux par la reconnaissance d'une même latence commune à la phénoménologie et à la psychanalyse. Donc, afin d'y voir plus clair sur ce champ de bataille, reprenons pour ainsi dire à zéro et tâchons de répondre simplement à la question « L'inconscient singulier est-il, à dire vrai, phénoménologique ?» Ou plutôt, car tel est le sens, à dire vrai, de mon exposé, notre question sera « La phénoménologie dans son projet est-elle le lieu d'où se peut saisir l'inconscient singulier ?» Alors, je voudrais ainsi pour ce faire commencer par le repérage d'un scandaleux mensonge. J'aimerais en effet vous faire entendre un propos d'apparence tout à fait banal de Jacques Lacan, et j'entends par banal le fait qu'il ne s'agit pas d'un propos proprement conceptuel ou spécifiquement théorique, mais plutôt d'une impression, d'un sentiment qu'il offrait à son auditoire à Baltimore en novembre 1966, lors d'une conférence intitulée, sobrement, de la structure comme immixtion d'une altérité préalable à un sujet quelconque. Alors voici ce qu'il dit. Si je suis psychanalyste, je suis aussi un homme, et en tant qu'homme, mon expérience m'a montré que la caractéristique principale de ma vie, et j'en suis sûr de celle des gens ici présents, est que la vie est quelque chose, comme on dit en français, qui va à la dérive. La vie suit le cours du fleuve, touchant de temps en temps la rive, s'arrêtant parfois ici ou là, sans rien comprendre. Et c'est le principe de l'analyse que personne ne comprend rien de ce qui arrive. Et il conclut, l'idée d'une unité unifiante de la condition humaine a toujours eu pour moi l'aspect d'un scandaleux mensonge. Voici donc le scandaleux mensonge dont j'aimerais montrer que la communauté philosophique, mais particulièrement la communauté phénoménologique, n'est peut-être pas exempte de réitérer dans l'édification de son discours, alors même que cela me semble précisément contrevenir avec le propre de la position phénoménologique elle-même. Alors tâchons de clarifier cela. Nous pouvons à dire vrai comprendre cette idée d'une unité unifiante en au moins deux sens. Un sens objectif d'abord, le plus banal, le plus répandu, celui des sciences objectives, dont la tâche vise l'édification d'un modèle explicatif mécaniste, unitaire et unifiant, se prétendant être tel, et partant de l'unité d'objets, au premier rang desquels notre organisme, bien sûr, s'escamotant jusqu'à notre sacro-saint cerveau, duquel un prétendu homme neuronal s'y révélerait. Or, bien sûr, c'est raté, car ce n'est pas la condition humaine ou le vivant humain qui est pensé,
mais son image scientifique, si bien que cette approche rate toujours la condition humaine en cherchant, si je puis dire, à l'attraper de l'extérieur. Et comme disait Canguilhem dans La connaissance de la vie, page 13, la pensée du vivant doit tenir du vivant l'idée du vivant. Ce qui revient à dire que le règne de l'extériorité, du partes extra partes, est de fait discrédité. En somme, il faut être un vivant pour être en mesure de décrire l'expérience même du vivant, ce qui requiert de ne pas se placer dans une position objectivante. Soit. Mais il y a donc un sens subjectif de l'unité unifiante de la condition humaine, plus insidieux, qui est au fond celui qui nous intéresse vraiment. Car si on sait pourquoi l'unité unifiante extérieure, objective, est un scandaleux mensonge, nous sommes moins certains, surtout comme phénoménologues, que l'unité unifiante subjective, le pôle subjectif, ce centre de la représentation, voire de l'affectivité, soit fallacieux quant à la saisie de la condition humaine. C'est même plutôt, pourrait-on croire, ce qui fonde la phénoménologie particulièrement. À Baltimore, toujours, Lacan poursuit. La question devient plus complexe quand cette idée d'unité est appliquée à la fonction de l'esprit, parce que l'esprit n'est pas en lui-même une totalité, mais ses idées, sous la forme d'unité intentionnelle, étaient à la base, comme vous le savez, de ce que l'on appelle le mouvement phénoménologique. Alors nous y voilà. Le mouvement phénoménologique tenu responsable par Lacan d'incarner une forme de dogmatisme rationnel, fallacieux et mensonger quant à la condition humaine, et ce, parce que représentant de la thèse d'une unité unifiante sous l'espèce de l'unité intentionnelle. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, de fait, il y a bien une forme de dogmatisme rationnel derrière l'intuition phénoménologique husserlienne, qui se repère principalement dans ce qu'il convient d'appeler très simplement le primat de l'activité constituante de la conscience transcendantale. C'est-à-dire, au fond, et plus simplement, le privilège accordé à l'ego, au jeu, au sujet, tout puissant et transparent à lui-même, pour constituer et définir le sens d'être de la réalité. Or, si le cadre phénoménologique de l'a priori corrélationnel indique bien que toute chose est relative à sa donation, elle indique du même coup que toute donation est donation de la chose elle-même, si bien que cela ne présume de prime abord rien d'autre que la dite corrélation, et non le primat d'un de ces termes, par quoi il va donc sans dire qu'Husserl, par la reconduction du champ phénoménal au pôle égologique, a fait du destinataire de l'apparaître bien plus qu'un simple destinataire, nous laissant croire que l'évidence et la transparence du vécu égologique étaient ce qui constituait le principe phénoménologique fondamental. Or, comme l'explicite le phénoménologue tchèque Jan Patočka, je cite « Qu'est-ce que la phénoménologie ?» page 239, il y a un champ phénoménal, un être du phénomène comme tel, qui ne peut être réduit à aucun étant qui apparaît en son sein, et qu'il est donc impossible d'expliquer à partir de l'étant que celui-ci soit d'espèce naturellement objective ou égologiquement subjective. Du même coup, cette réduction-constitution de la réalité par la région conscience signe le projet et de fait le scandale d'une puissance de l'ego à constituer tout le sens dans l'immanence de son auto-évidence pure, si bien d'ailleurs que, je cite cette fois-ci Husserl dans les Méditations cartésiennes, page 32, la révélation transcendantale de mon moi a pour parallèle la révélation psychologique de mon moi à lui-même. J'entends mon être purement psychique, entre parenthèses âme, au sein de ma vie psychique. Voici pour le moins le scandaleux mensonge par lequel l'unité intentionnelle devient synonyme de grand rationalisme, confondant l'ouverture du champ phénoménal repéré par l'a priori corrélationnel avec la constitution du sens par le sujet, ce qui consiste au fond en une introjection du projet de la science au cœur d'un champ, la phénoménologie, qui s'en libéra pourtant, convertissant l'objectité de la chose en soi, de l'objet pur, en idéalité recelée par une phénoménalité égologiquement déterminée, ce qui d'une manière ou d'une autre revient à subordonner toute vie humaine, aux chimères explicitement ou subrepticement modèle de la chose en soi, ce qui contrevient au cadre même de la corrélation et détache de fait l'homme de sa condition et ne nous éclaire en rien sur sa vie d'homme, au contraire l'éloigne de ce qui en fait le propre, en le rend d'un ailleurs au-delà de la phénoménalité elle-même. Comme l'a rappelé à ce titre Grégory Jean à Nice,
en 2021 à l'occasion d'un colloque international portant sur l'idée de la phénoménologie, que vous trouverez dans le hors-série de la revue Alter. Je cite, « Il n'est rien hors de ce dont nous faisons et pouvons faire l'expérience. Rien non plus en dehors de cette expérience elle-même, rien qui pourrait nous venir d'ailleurs de la corrélation, et certainement pas quelque chose comme l'un de ces termes. » C'est-à-dire que l'exigence phénoménologique nous oblige à tenir ferme une position qui ne verse ni dans le subjectalisme, c'est-à-dire une théorie du sujet tout-puissant à constituer le sens et transparent à lui-même, ni dans l'objectalisme, c'est-à-dire le positivisme de la science qui rend compte de la réalité à partir d'une grande mécanique des objets. Cette confusion entretenue par une certaine phénoménologie avec le projet d'une théorie subjectaliste, réduisant le phénoménologique à ce qui se donne dans la clarté d'une unité intentionnelle, c'est-à-dire dans l'escamotage de la conscience en région capable de constituer tout le sens, offre donc l'idée d'une sphère transparente à elle-même, où tout ce qui n'aura pas la plénitude du sens constitué sera rejeté comme impropre et naïf, si bien que l'homme sera dès lors manqué dans la plupart de ses expériences, n'étant jamais réductible à cette forme d'intellection idéalisante. Et l'homme semble bien plutôt se révéler comme un être à la dérive, concerné par un clignotement du sens, et dont l'être phénoménologique tient précisément en ce qu'il comporte une forme de négativité propre à la manière dont se donne, se manifeste sa vie humaine. Au fond, il faut tenir ensemble le fait que notre vie tout entière est phénoménologique, en tant que rien en elle n'est saisissable en dehors de sa manifestation, pour ainsi dire existentielle, sans pour autant que cette manifestation ne puisse vouloir dire vécu clair et évident, transparent et constitué par la plénitude d'une raison pure. Dès lors, si pour Lacan, et il faut voir à quelle idée de la phénoménologie il avait affaire en son temps, c'est bien le modèle de cette unité intentionnelle tel que l'idéalisme husserlien nous l'offre, qui fonde le mouvement phénoménologique en son essence, alors accordons-lui-en immédiatement le rejet au titre d'un scandaleux mensonge. Or, tel n'est pourtant pas le sens originaire de la phénoménologie, mais seulement sa version première, tâtonnante quant à l'exigence qu'imposent ses prétentions, qui n'arrivent pas à se déprendre au fond des catégories de la métaphysique classique. Contre cela, contre cette réification de la conscience phénoménologique que nous venons très sommairement d'exposer, Renaud Barbaras, dans un article de 2012, nous fait entendre que, l'article c'est « Sauver d'une réification de la conscience la tâche de la phénoménologie », il nous fait entendre que la méthode phénoménologique doit abandonner la norme intuitive, pour autant que c'est bien elle qui est à la racine de la réification du destinataire et de l'apparaissant. Le destinataire c'est nous, et l'apparaissant c'est la chose perçue, plutôt la chose qui apparaît. Le dépassement du positivisme phénoménologique exige ipso facto l'abandon de l'intuition. La phénoménologie est conduite à reconnaître des réalités qui se dérobent par principe à l'intuition, dont la donation enveloppe un défaut ou une absence irréductible. Autant dire qu'il y a une dimension de négativité constitutive de la phénoménalité, et que la tâche de la phénoménologie consiste pour une part, et mon avis c'est que c'est pas pour une part, mais c'est la tâche de la phénoménologie, consiste pour une part, à forger une conception du négatif qui soit fidèle à l'œuvre de l'apparaître. Un tel abandon de l'intuitionnisme phénoménologique husserlien nous dispose à nouveau dans la corrélation, c'est-à-dire dans le champ de la manifestation comme telle, sans ne rien y présumer d'autre que l'expérience que nous sommes, pour reprendre une formule patochkienne. Et dès lors, il s'agit d'y repérer l'espace d'un clignotement particulier, entre donation et défaut de donation, entre présence et absence, indiquant le dépassement du dualisme sujet-objet et de fait le dépassement de la duplicité entre vie empirique et vie transcendantale au sein de l'épreuve de la corrélation elle-même, qui est le lieu d'éclatement des catégories classiques. Comme le dit Renaud Barbaras dans ce même article, il s'agit de libérer la transcendance vis-à-vis de l'objectivité afin de libérer l'existence vis-à-vis de l'immanence. Et il faut faire appel de prime abord, mais nous verrons que cette voie n'est pas la seule, voire même qu'elle est subordonnée à une voie plus fondamentale, mais il faut faire appel pour l'instant à la donation par esquisse, par laquelle se décèle l'indice de cette irréductibilité du vécu à l'intuition subjectale,
et du perçu à la transcendance objectale. Alors pour rappel, la donation par esquisse, c'est le fait que toute chose se donne selon des esquisses, et qu'il n'est donc du même coup jamais possible de saisir toutes les esquisses d'une chose, et cela vaut aussi pour les choses intelligibles. En somme, nous sommes condamnés, si je puis dire, à ne pouvoir connaître la réalité que par des faces. Elle se donne uniquement par des faces, des profils, des esquisses, et qu'il ne sera jamais possible d'en saisir toutes les faces en même temps, ce qui condamne le projet de la science, mais aussi de l'idéalisme. Alors, au paragraphe 44 des Ideen 1, Husserl le reconnaît. La perception de la chose comporte en outre, et cela est aussi une nécessité d'essence, une certaine inadéquation. Et un peu plus loin, cette forme d'imperfection in infinitum appartient à l'essence insuppressible de la corrélation entre choses et perception de choses. Cette imperfection d'essence insuppressible doit être comprise à partir du fait que rien dans la donation phénoménologique ne possède la plénitude de l'objet ou de l'idée, que chaque donation, chaque manifestation est proprement imparfaite et inadéquate, car une nouvelle donation est toujours possible, et qu'il n'existe pas de donation phénoménologique qui remplisse toutes les phases d'une chose ou d'une idée, dans la mesure où l'expérience est incessamment mouvante, caractérisée par un flux qui de fait condamne toute fixité idéale. C'est bien cela qui condamnera toute entreprise réinjectant d'une manière ou d'une autre un principe d'unification de l'expérience sous l'espèce d'une quelconque hypostase d'un des données au sein de la corrélation pour en justifier l'unité, que ce soit au niveau de l'objet comme le font les sciences ou au niveau de la raison pure comme le font les subjectalistes. Le cadre corrélationnel est ainsi, et bien plus tôt, le lieu de la problématicité définie par cette ouverture comme telle, et s'il impose d'y voir le siège d'une théorie radicale du mouvement, de la processualité et se faisant du désir, rendant raison de d'une dynamique de la manifestation telle que nous le démontre magistralement Renaud Barbaras par son œuvre philosophique personnelle, cela du même coup, et nous le devons à Grégory Jean, sous le repérage de ce qu'il appelle le paralogisme de la connaissance vécue, je vais y revenir, nous semble devoir s'éclairer plus radicalement à partir d'une nécessaire scission en phénoménologie, et compte tenu de la problématicité propre à sa donation dont nous venons de rappeler le cadre, radicale scission entre vivre et connaître, c'est-à-dire entre le vécu de la phénoménalité humaine tel qu'il s'atteste apodictiquement, c'est-à-dire dans l'évidence de sa donation, l'évidence de vos vécus, ça vous apparaît tel que ça vous apparaît, et l'idéal de connaissance objective à son endroit. Donc cela veut dire que nous ne pouvons pas nous connaître ou connaître ce que nous vivons, mais plutôt que le connaître ainsi défini en sa positivité intuitionniste, c'est-à-dire une connaissance idéale et objective, n'a rien à voir avec le vécu phénoménologique, si bien que la tâche de la phénoménologie s'institue d'une rupture avec, je cite Grégory Jean, dans L'Humanité à son insu, page 246, s'institue d'une rupture avec la croyance en une impossible synthèse entre ce que nous livre une connaissance que nous ne pouvons pas vivre et un vécu qui ne relève pas d'une connaissance et ne peut même être décrit que comme étant structuré par l'ignorance radicale de ce que cette connaissance prétend par ailleurs nous enseigner et qu'elle ne peut elle-même et en retour, par définition, pas connaître. En somme, séjourner dans la corrélation phénoménologique contrevient avec l'idée d'une unité unifiante entre le vivre et le connaître qui s'y recèle, si bien que le vécu de son évidence, dont parle la phénoménologie, n'est pas l'évidence du connaître de ce vécu. Je cite encore Grégory Jean, même page. Croire comme le fil essentiel de la tradition phénoménologique que la connaissance ainsi que ses objets pourrait de quelque manière que ce soit se trouver intégralement reconduit à l'a priori corrélationnel, croire au connaître comme modalité du vivre et au possible recouvrement du vécu et du connu, c'est affubler le vécu d'une fonction qui ne lui revient pas davantage, et dans cette substruction, tomber dans l'illusion transcendantale que nous n'avons eu de cesse de dénoncer, et qui pourrait bien toute se ramener à ce qu'il faudrait nommer le paralogisme de la connaissance vécue. Au fond, ce n'est ici rien de moins que l'attestation d'une précarité humaine quant à la prétendue assurance du savoir,
précarité qui n'est le signe d'aucune impuissance en droit surmontable, mais la reconnaissance de la dérive du sujet humain au sein de la phénoménalité, disons-le simplement au sein de l'existence comme son lieu absolu même, le lieu duquel il ne peut pas s'échapper, qu'ainsi nous avons à nous vivre tel que nous ne nous connaîtrons jamais, qu'une hétérogénéité demeure entre ce que nous vivons et ce que nous en savons. En somme, Grégory Jean cherche ici à dire que l'épreuve phénoménologique que vous faites en permanence de la vie, vos vécus, se donnent dans une absolue évidence, mais la nature de ce vécu est absolument distinct d'une connaissance objective de ce dont le vécu est le vécu. Et qu'en somme, on ne peut pas à la fois vivre quelque chose et en avoir une connaissance sur le mode de la connaissance idéalisante et scientifique. Que donc la phénoménologie n'est pas une théorie de la connaissance. C'est en cela même que se trouve ressaisi et explicité en termes phénoménologiques, c'est cela même, c'est ce que je viens de dire, qui se retrouve saisi en termes phénoménologiques, faisant du vécu humain matériellement défini par son apodicticité même, l'envers d'une impossible connaissance objective de l'homme qui modifierait le sens d'être de ce qu'il vit, en tant précisément qu'il se connaît déjà lui-même dans une indistance pure avec ce qu'il vit, et qu'aucune connaissance qui viendrait de l'extérieur ne saurait altérer ou blesser, puisqu'elle lui est foncièrement hétérogène. Alors résumons. Nous pourrions dire que le noyau de la phénoménalité comme tel, l'a priori corrélationnel donc, une fois débarrassé de sa gange rationaliste, voire intuitionniste, c'est-à-dire en tant qu'il a été repéré que le vécu n'a rien à voir avec le connu, que le connu est une illusion quant à l'eidétique possible, qu'au fond le connu est une illusion quant à l'eidétique possible du vécu, cela nous laisse ouverts au champ de la manifestation dans cette division qui constituerait le paradoxe même de notre humanité, division phénoménologique entre ce qu'on vit et ce que l'on en connaît. Mais alors, que vient-il au juste de nous arriver avec ce qu'annonce ici Grégory Jean ? Est-ce la révélation d'un inconscient phénoménologique au seuil de toute phénoménalité humaine, qui signerait l'essence phénoménologique de la division subjective entre ce qu'un sujet vit et ce que nécessairement, cependant, il en ignore ? Eh bien non, ce n'est pas tout à fait ce que veut dire ici Grégory Jean. Car l'ignorance à laquelle nous avons ici affaire, et qu'il révèle comme propre à la phénoménalité humaine, n'est pas une ignorance du sujet sur ce qu'il vit, et dont le vivre en tant qu'il l'ignore serait par ailleurs le lieu d'attestation de son être. Non, ce à quoi nous avons affaire ici, c'est bien à un insu objectif quant au vécu, qui lui, comme vécu, en revanche, se sait lui-même, sans ce recours au savoir objectif qu'il n'a pas, et ne peut pas avoir comme vécu, qu'aucune science objective ou eidétique idéaliste, nul positivisme en somme, ne pourra atteindre dans la mesure précise où le vivre de notre humanité dont parle la phénoménologie est quant à lui apodictique, et que donc notre humanité doit être vécue en tant qu'elle ne sera par ailleurs jamais connue objectivement, et que du même coup, nous ne la pourrons connaître positivement que d'une telle manière où nous ne la vivrons jamais. Tel est le paradoxe de notre humanité d'après Grégory Jean. Or, l'idée sous-jacente, selon laquelle l'homme se connaît déjà lui-même dans une indistance pure avec ce qu'il vit, que traduit l'apodicticité, n'injecte-t-elle pas un autre sens du connaître au sein du vécu lui-même, et dont l'évidence n'a peut-être rien d'évident. En effet, une telle division opérée par Grégory Jean, si elle a le mérite de repérer l'incongruité de l'immodestie rationaliste, et au fond scientifique, au sein du projet phénoménologique, en ce qu'elle nous rappelle bien que le champ phénoménal est le lieu même de cette tension entre l'imprescriptibilité du vécu et, pour le dire simplement, le sens ou la connaissance objective qui voudrait en dire quelque chose de l'extérieur, il me semble que cette division n'est pas assez radicale et qu'il y a ici, au contraire, en creusant l'hypothèse d'un sens d'être du connaître propre au vécu, qui le conditionnant comme vécu demeurait insu, il y a là la possibilité, sinon l'exigence, d'y repérer l'inconscient singulier au seuil de la phénoménalité elle-même, c'est-à-dire à son fondement, comme structurant l'a priori corrélationnel comme tel. Il nous faut donc insister
sur le manque de radicalité du partage opéré ici entre vécu apodictique de la phénoménologie et le connu objectif, qui comme tel nous semble en vérité sauver doublement l'idéal de connaissance objective indexé sur la survivance de la chose en soi et son idée, et possiblement tomber sous le coup de l'idée d'une unité unifiante de la condition humaine telle que Lacan la dénonce, et ce pour au moins 2 raisons dont je voudrais m'expliquer très brièvement. La première raison, d'abord, tient au fait que ce que l'on croyait conquis et évacué à l'endroit de ce qu'impose la reconnaissance matérielle du vécu comme apodictique, semble seulement déplacé en dehors de lui, comme son autre, et que donc l'idéal de connaissance n'est pas anéanti et reconnu définitivement comme un leurre, une illusion pour la phénoménologie, mais sauvegardé en dehors de la phénoménologie, sinon même en dehors de la phénoménalité. Grégory Jean le reconnaît lui-même, je cite L'Humanité à son insu, page 288, « Le problème deviendrait donc de savoir comment aborder phénoménologiquement la connaissance, dès lors que celle-ci n'est par définition pas phénoménologique, et dès lors que n'est justement pas vivable ce que dans et par elle nous connaissons de nous-mêmes et de l'univers. » Un tel sauvetage de la connaissance objective comme extra-phénoménologique nous semble être la reconduction d'une hors-phénoménalité dont il a été pourtant reconnu que la corrélation rendait absolument caduque l'hypothèse. Si bien qu'on se demande quel sujet, pourrait opérer une telle activité de connaissance en tant que celle-ci aurait à voir avec une vérité extra-phénoménologiquement déterminée. Au fond, il faudrait être un surhomme qui puisse excéder sa propre phénoménalité. Alors, la seconde raison nous semble résider dans l'idée du sens d'être matériellement défini du vécu comme apodictique, c'est-à-dire comme absolument évident. À avoir reconnu un sens d'être de la connaissance comme objective, c'est-à-dire le fait d'éprouver, comme objective et seulement objective, c'est-à-dire non liée au vécu en son apodicticité, nous faisons ici comme si le vécu, c'est-à-dire le fait d'éprouver quelque chose, de faire l'épreuve de, était épuré de toute relation au savoir, alors même que dire que le vécu est apodictique, c'est en même temps bien faire comme si, au fond, il se savait lui-même. C'est même d'ailleurs comme ça que nous croyons vivre le vécu, nous tous, quand nous vivons nos vécus, si je puis dire ça comme ça, sous l'espèce d'une vérité de l'éprouvé de ce qui est vécu. Or, la véritable question phénoménologique nous semble être celle de la définition du savoir du vécu qui se sait lui-même et dont l'apodicticité est le nom, et ce, en tant que celui-ci, le vécu, n'est pas le savoir de la connaissance objective sur ce vécu, mais savoir au niveau du vécu. Bref, la véritable question est celle de savoir ce que veut dire savoir au sein du vivre lui-même. Il s'agit donc de se demander si, à dire vrai, le vécu est bien vierge de toute dimension de connaissance au niveau de l'éprouvé du vécu lui-même, ou si au contraire, il ne se révèle pas être le lieu vécu d'un savoir insu à lui-même, pour reprendre une formule de prime abord énigmatique de Lacan. Dans Je parle au mur, un texte édité au Seuil par Jacques-Alain Miller, qui reprend un séminaire inachevé. Alors, c'est donc au sens énigmatique d'une ignorance propre au vécu et se faisant propre à la phénoménalité humaine, à quoi s'ouvre notre interrogation. C'est au fond le dernier moment de mon propos. Alors, très simplement, il nous semble qu'il faille poser d'emblée qu'il n'y a de savoir et donc d'ignorance sans dire, sans parole, c'est-à-dire sans langage ou sans signifiance, et que donc, sans une pensée du langage à même la matérialité du vécu phénoménologique, il n'est pas possible de comprendre le sens de l'hétérogénéité du vivre et du connaître, et qu'en somme, sans le langage, qui me semble être le véritable indice du mouvement et de la négativité en phénoménologie, nous nous condamnons comme phénoménologues tantôt au mutisme idéalisant du subjectalisme, tantôt à celui de l'objectivisme, faisant de la phénoménalité muette nécessairement une phénoménalité transparente à elle-même, dans une silencieuse évidence. Dès lors, pour repérer ce qui a conduit à faire du vécu le lieu d'une apodicticité qui n'interroge pas le savoir et l'ignorance qu'il charrie intrinsèquement,
Il nous semble donc qu'il faille dénoncer la non-reconnaissance de la dimension intrinsèquement langagière de tout vécu et les conséquences que cela impose quant à la dite apodicticité du vécu lui-même. En effet, l'incidence du langage sur le vivant humain n'est pas sans cause sur la matérialité phénoménologique de son apparaître, si bien que l'a priori corrélationnel nous semble devoir être ressaisi depuis l'incidence du langage, non que le langage soit un fait linguistique de l'homme, une institution pour celui à qui ça apparaîtrait d'abord dans un mystérieux silence phénoménologique, mais bien comme ce qui est d'abord non institué, frappant et instituant plutôt l'animal humain, altérant, c'est-à-dire produisant eidétiquement la structure de son apparaître. Il est assez frappant de constater à quel point les phénoménologues se sont rendus sourds à l'incidence du langage sur la matérialité même du vécu phénoménologique, faisant comme si le vécu était de prime abord et avant tout muet, en atteste ce que nous pourrons nommer l'archidogme husserlien qui accompagne toutes les élaborations de la tradition phénoménologique, à savoir l'idée d'une expérience pure, pour ainsi dire muette encore. Je cite Méditation cartésienne, page 73. En effet, pour saisir l'essence du vécu et ce faisant de la phénoménalité, Husserl donna prima à la perception et ce faisant à la représentation muette, à un imaginaire silencieux, vierge de toute signifiance, de toute parole, de toute matérialité, pour reprendre un néologisme forgé par Lacan. Les phénoménologues ont ainsi fait comme si l'apparaître se produisait d'abord de façon muette et homogène, puis les hommes, arrachés à cette homéostasie originaire de la phénoménalité, s'y mettaient ontiquement à parler. Le langage, dès lors, comme simple fait linguistique de prédication, ne pourra ainsi pas prendre en phénoménologie la place si importante que lui conféra la psychanalyse, et Lacan en particulier, donnant sa matérialité à l'inconscient. Tant il aura été montré, phénoménologiquement, que le langage n'avait rien à voir avec la dynamique de la manifestation, sinon de façon secondaire seulement. Contre cela, contre ce mutisme, notre tâche vise donc à réintroduire la question du langage au seuil de l'apparaître, dans sa dynamique même et au cœur de sa matérialité, montrant qu'une telle approche méthodologique renouvelée ouvre précisément le champ d'une même latence entre phénoménologie et psychanalyse. De là, il nous apparaît en effet qu'au sein du vécu humain, déterminé par le langage, l'éprouvé apodictique du vécu ne garantit pas une vérité de ce vécu, mais seulement une apodicticité de son éprouvé, duquel cependant, comme parlant, le savoir n'est pas garanti. Qu'en somme, nous ne pouvons pas dire que nous savons ce que nous vivons en tant que nous l'éprouvons. Qu'éprouver ne veut pas dire savoir, que donc nous ignorons ce qui nous arrive en tant précisément qu'apodictiquement nous l'éprouvons. Notre hypothèse de fait lacanienne est donc d'affirmer qu'il y a bien une ignorance vécue parce que nous parlons, et que c'est même cela qui constitue en propre la phénoménalité humaine. Qu'ainsi, au niveau du vécu humain, nous sommes divisés entre un éprouvé du vécu qui lui est apodictique, et un savoir de cet éprouvé hétérogène à lui en raison de sa dimension, c'est-à-dire d'être lieu du langage même. Ainsi je paraphrase et détourne une phrase de Lacan dans le séminaire d'un autre à l'autre, et je demande « Le vécu dont nous parlons en phénoménologie est-il un savoir qui se sait lui-même, ou de sa structure est-il béant ?» Et à cela, notre hypothèse consiste à montrer que la tâche de la phénoménologie, en tant qu'elle consiste en l'élaboration de l'a priori universelle de corrélation, que son lieu est bien l'ouverture même de la corrélation, a à comprendre sa problématicité propre depuis la béance qui fonde tout vécu, d'être de part en part enchevêtré à la langue, qu'il s'agit donc de voir la place génétique du langage comme fondement de l'ignorance constitutive qui accompagne la vie phénoménologiquement comprise. Cette tension donc, entre l'affectivité et le savoir, entre la jouissance et le signifiant, n'est rien de moins que l'espace ou le lieu de l'inconscient singulier, dont il nous reste à montrer qu'il est le point, ou plutôt le trou, l'abîme, d'où s'opère l'apparaître humain. Lacan, dans RSI, un séminaire, la leçon du 8 avril 1975, dit « L'univers a un trou qu'il n'y a pas moyen de savoir. » Il nous semble dès lors possible de donner corps phénoménologique à cette affirmation. Cela signifie que l'a priori corrélationnel est le lieu d'un écart non pas tant entre la chose perçue et ses apparitions,
mais entre l'apodicticité de l'affectivité de tout vécu et l'ignorance qui en est constitutive, et dont le langage marque l'équivoque et produit le trou d'où s'origine le phénoménologique comme tel, et n'est autre que l'espace phénoménologiquement déterminé de l'inconscient singulier. Alors, voici la définition de l'inconscient proposée par Lacan dans le séminaire 20, intitulé « Encore ». Je cite, page 95. L'inconscient, ce n'est pas que l'être pense, comme l'implique pourtant ce qu'on en dit dans la science traditionnelle. L'inconscient, c'est que l'être en parlant jouisse, et j'ajoute, ne veuille rien en savoir de plus. J'ajoute que cela veut dire ne rien savoir du tout. L'inconscient singulier, ce n'est donc pas un arrière-monde, ce n'est pas du non-conscient, ce ne sont pas des pensées cachées retenues en un ailleurs, mais c'est bien plutôt que la vie de conscience en son intentionnalité est divisée entre vivre et connaître, entre jouissance et signifiant, entre affectivité et savoir, que le sujet qui parle n'a pas le savoir de ce dont il se jouit, et ce, en tant qu'il parle. Et nous allons plus loin en disant que c'est cela même qui institue sa phénoménalité et toute phénoménalité humaine possible. Se rattache Princeps de la phénoménologie à reconnaître au seuil de sa démarche la place motrice de l'inconscient tel qu'il s'élabora chez Lacan dans les années 60-70, nous semble en vérité venir du primat de la perception seule, puis de l'affectivité seule pour saisir la phénoménalité, et du même coup l'obstination de la tradition phénoménologique à penser le vécu phénoménologique, qu'il soit donc extatique ou auto-affectif, je renvoie à des considérations propres à l'histoire de la phénoménologie, mais en somme, comme dans tous les cas, scandaleusement silencieux, vierge de toute signifiance, de toute parole, de toute matérialité, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons fait comme si la parade se produisait d'abord de façon muette et homogène. Je n'y reviens pas. Résumons ainsi à rebours notre hypothèse. Le vivre phénoménologique, c'est-à-dire l'a priori corrélationnel lui-même, a subi par la tradition phénoménologique une amputation scandaleuse, celle de la dimension langagière inhérente au vécu en son essence, qui n'est donc pas un langage de ce vécu ou à partir de lui, mais le vécu lui-même comme intrinsèquement langagier, matériellement concerné par lui. Or, cette langue du vécu, telle est notre hypothèse, est au sein du vivre hétérogène à l'affect du vécu, et qu'ainsi le vécu phénoménologique est le lieu d'une division vécue par le sujet entre un affect du vécu qu'il éprouve apodictiquement et un dire de cet affect non indexé sur ce dont l'affect est l'affect, si bien que là où l'affect du vécu est apodictique, le vécu en lui-même, comme affectivité d'un parlant, peut être matériellement défini comme apophatique, c'est-à-dire qu'il est indubitable quant à l'affect, mais incertain quant à ce dont il se dit de l'affect. Que donc nous vivions apodictiquement ce que nous vivons, signifie en fait que nous sommes apodictiquement affectés. Mais cela ne signe en rien que nous sachions ce que veut vraiment dire cet affect, qu'en somme, ce qui m'affecte, si cela veut bien dire quelque chose, rien ne me garantit qu'en tant que sujet, je le sache. Il y a ici hétérogénéité fondamentale dans ma vie, dans ce que je vis, entre ce qui m'arrive, c'est-à-dire m'affecte, et ce que j'en comprends, c'est-à-dire ce que je peux en dire de vrai. Toute la vie humaine est une attestation de cette hétérogénéité entre ce que d'une part nous éprouvons, certes apodictiquement, d'avec ce que d'autre part nous en comprenons ou pas, ce que nous parvenons ou nous ne parvenons pas à en dire par ailleurs. Dès lors, sous cette condition, la phénoménologie n'est pas, comme le disait Lacan, le lieu d'une unification unifiante de la condition humaine, mais bien le sol existentiel de la division fondamentale du sujet, et dont l'a priori corrélationnel est l'équation, et l'inconscient singulier le fondement. Tâchons dès lors, afin de pouvoir conclure provisoirement notre recherche, d'en dire un peu plus quant à l'essence de ce langage enchevêtré au vivre et cependant hétérogène à l'affect de ce vivre, hétérogénéité qui n'est rien d'autre que ce que nous nommons au fond un abîme, l'abîme que nous sommes. Lacan dirait un trou. Comme nous le rappelle Émile Benveniste, dans ses problèmes de linguistique générale, l'homme n'a pas été créé deux fois, une fois sans langage et une fois avec le langage.
Plus loin, il dit aussi « Le langage est dans la nature de l'homme qui ne l'a pas fabriqué. Nous sommes toujours enclins à cette imagination naïve d'une période originelle où un homme complet se découvrirait un semblable également complet et entre eux peu à peu s'élaborerait. C'est de la pure fiction. C'est un homme parlant que nous trouvons dans le monde, un homme parlant à un autre homme, et le langage enseigne la définition même de l'homme. Ce langage n'est bien sûr rien de ce que nous enseigne la logique, ni ce que croit nous en dire la philosophie du langage dit ordinaire, car il s'agit à chaque fois du langage comme institution, arraché de sa dimension affective, dont le vivre est pourtant le lieu hétérogène, sous une sorte de conjonction disjonctive. Ces approches ne peuvent plus rien nous apprendre de l'essence dynamique du vivre humain parlant lui-même, car le langage y est manqué par avance. C'est donc au langage, en sa dimension instituante, et pris par la jouissance, mêlée à l'affectivité vivante, et en ce sens instituante parce que jouit, qu'il nous faudra déployer notre phénoménologie renouvelée, chose que nous n'aurons bien sûr pas l'occasion de faire ici. Simplement, remarquons ceci. Il y a dans l'humanité, à son insu de Grégory Jean, un apax très important, dont il nous semble falloir prendre mesure et conséquences pour l'édifice phénoménologique et son avenir. D'abord, il nous dit, page 208, la tâche de la phénoménologie n'est ici que de reconnaître que le langage est phénomène et que le phénomène est langagier, que notre manière de voir le réel comme tel et de le dire sont à ce point eidétiquement enchevêtrées qu'aucune différence entre vivre et parler n'est a priori assignable. Dès lors, au fond, Grégory Jean nous dit que vivre c'est parler, parler c'est vivre, et quelle que soit la langue, quel que soit notre système de communication, nous n'avons qu'une, je cite, unique langue seule, entre guillemets, la langue que nous tous parlons. Alors voici l'apax, la langue, en un mot, que vous trouverez dans la note numéro 3 de la page 208, posée là, sans aucun renvoi bibliographique, qui nous dit que, quelle que soit notre langue institution, si je puis dire, nous n'avons qu'une seule langue seule, une seule la langue. J'en conclus, une langue instituante donc, et qui ne cesse pas de l'être, car enchevêtrée à tout vécu, contemporaine du vivre lui-même. Or, cette langue seule, quelle est-elle au juste? Est-elle seulement homogène au sein du vécu à l'affectivité du vivre? De quoi cette la langue est-elle le nom? Quelle incidence a-t-elle sur l'orchestration de l'apparaître à sa source même? C'est bien une interrogation sur la genèse de l'apparaître humain dans laquelle nous nous insérons, interrogeant la manière par laquelle le sujet de la corrélation tire sa puissance phénoménologique, c'est-à-dire sa puissance de monstration, et ce, en tant qu'elle ne procède pas d'une puissance auto-constituante de l'ego, mais dont l'ego est plutôt le produit, signant l'existence d'un sens de l'apparaître asubjectif, producteur, instituant, qui précède tout sujet et le produit en sa puissance de dévoilement. Cet apparaître asubjectif peut-il être de l'ordre d'un langage instituant, alors même qu'il n'est pas celui de l'homme auto-constitué, constituant ou sorlien, mais bien plutôt le précède et le cause? Pas de réponse aujourd'hui à cette question, faute de temps et de complexité, mais qui engage à dire vrai la possibilité d'une cosmologie phénoménologique comme cause du vivant parlant, dès lors que le langage n'est pas un fait linguistique de l'homme, mais cela même qui en amont lui donne consistance en tant qu'eidétiquement enchevêtré à son vivre en son apparaître. Ce qui est certain, c'est donc que l'initiation génétique à la dynamique de l'apparaître, ouvrant la corrélation et se faisant la vie d'un sujet, n'est pas rendue possible par la transmission muette de l'affect, qui déploierait la phénoménalité dans un vierge silence. Il y faut l'entremise du langage, un langage instituant et enchevêtré à l'affect, d'où s'institue l'apparaître humain, par le truchement d'un sujet, l'effet sujet. C'est peut-être donc cela que permettrait de penser la langue. Ce néologisme et concept inventé par Lacan en 1971 et déployé durant les 10 dernières années de sa vie et de son enseignement. Comme nous le dit Colette Solaire dans L'inconscient réinventé, la langue évoque la langue émise d'avant le langage structuré syntaxiquement.
Lacan dit d'ailleurs « la langue, en un mot, c'est-à-dire la langue maternelle, autrement dit la première entendue parallèlement au premier soin du corps ». Je cite encore Colette Soler. À la différence du symbolique, la langue n'est pas un corps, mais une multiplicité de différences qui n'a pas pris corps, pas de moins un de la langue qui en ferait ensemble, pas d'ordre dans la langue, elle n'est pas une structure ni de langage ni de discours, la langue est au niveau astructural de l'appareil verbal. Précisément, il faut immédiatement comprendre que la dite la langue est propre à chacun, ma la langue n'est pas votre la langue, et pour la raison première qu'elle concerne la prise de jouissance singulière d'un corps au signifiant véhiculé par sa la langue, la sienne, son bain de la langue, et donc sa jouissance prise dans son bain propre. Ainsi, peut-être vous épargner ça parce que, bon, je le dis quand même, mais ça va être un petit peu technique. Ainsi, à la thèse lacanienne classique du langage opérateur d'une soustraction de jouissance, qui cause le sujet comme effet produit d'une aliénation à la chaîne signifiante, c'est-à-dire à l'autre du langage, et dont la perte de jouissance produisant l'objet A comme objet cause du désir engage le sujet dans son manque à être, comme quête de substitution de l'objet perdu, et dont le fantasme, le sien, propre, traduisant le modèle traumatique de perte qu'un sujet répète sous des formes variées, et par diverses entreprises, s'ajoute l'idée selon laquelle le signifiant est moyen de jouissance, ce que révèle ce concept de la langue qui indique un sens d'être du langage enchevêtré à la jouissance du corps. Et Lacan dira dans Encore que le corps est substance jouissante, et de fait il se jouit des signifiants qui le cisaillent. Ainsi, si le corps du symbolique, comme ensemble constitué, comme trésor des signifiants, situé nécessairement au lieu de l'autre, et signant l'identification et l'aliénation à l'autre, comme production du sujet, comme effet-sujet produit de la structure langage, ce que la psychanalyse appellera sujet barré, castré, divisé, refendu, il y a un sens du langage plus intime, antérieur, qui n'est pas tout à fait déjà l'autre, en tant qu'il concerne non plus la soustraction de jouissance d'où s'aliène un sujet, mais une prise de jouissance une, celle propre à un corps qui jouit, enchevêtrement de la jouissance et du signifiant, qui a le sens d'une coalescence, et Lacan dira dans Radiophonie, le premier corps, celui du symbolique constitué, fait le second, notre chair vivante, de s'y incorporer. Bon, passons ces considérations strictement lacaniennes. Cette thèse de la langue, que je n'esquisse que trop sommairement sans doute pour vous en offrir la richesse, au-delà de ses implications cliniques et psychanalytiques, me semble indiquer des éléments décisifs pour penser l'architectonique propre de l'apparaître humain, dans la mesure où nous avons ici un sens du langage qui, à même la jouissance du corps, indique des éléments pour comprendre la dynamique d'une phénoménalité qui s'opère sous l'espèce d'une division entre l'apodicticité de l'éprouvé et le savoir de cet éprouvé, en tant que cette division s'origine précisément dans l'incidence de la langue, à savoir la jouissance comme incorporation des signifiants primordiaux dont la langue se fait le véhicule et qui transfigure, voire transsubstantialise cette signifiance en savoir, dès lors compris comme savoir joui par un corps, votre corps, c'est-à-dire jouissance qui nous laisse en prise avec le mystère du corps parlant, indiquant l'architectonique possible de la division subjective, et ce faisant de l'abîme que nous sommes, trou réel de la jouissance au lieu du corps, c'est-à-dire chair béante et parlante, parlante parce que béante. Dès lors, le sens d'être hétérogène de ce qui apparaît en son apodictique épreuve, et ce dont cette épreuve est l'expression, indique que l'affectivité du sujet est un certain savoir, mais c'est un savoir parlé, et en tant que parlé, il est non su par le sujet qui l'éprouve, et que donc, ce qu'il éprouve est le lieu d'un savoir sans sujet, parlé par lui, mais sans lui comme sujet, ce qui au passage ne veut pas dire que ce n'est pas son savoir à lui qui parle, c'est au contraire bien sa vérité qui parle, par quoi la vérité du sujet n'est pas au lieu du sujet qui parle donc, mais au lieu d'où il jouit, à savoir son corps parlant, parce que jouissant de la langue qui s'y recèle. Dès lors, si c'est bien de la langue que le sujet prend naissance, vient au monde, s'institue, et il nous reviendra d'interroger cela ailleurs, si donc c'est par elle, pour l'humain, que s'opère l'apparaître,
dont il est seulement le destinataire comme vivant parlant? Comment devons-nous comprendre la texture, la matérialité, l'architectonique de l'apparaître lui-même, en tant que l'a priori corrélationnel, et ce faisant le vivre phénoménologiquement compris, serait dès lors le lieu d'une équation particulière, entre langage, corps et inconscient singulier, faisant ainsi le propre de la vie humaine. Alors, afin d'alléger et d'alourdir en même temps cette proposition, je voudrais faire 5 propositions conclusives, d'une page à peine, qui à la fois condensent ce que j'ai dit de manière peut-être plus claire, mais aussi peut-être plus obscure. Première proposition. Nous appelons donc apophaticité la matérialité propre de l'apparaître humain, en tant que le vécu s'opère d'une division entre l'apodicticité de son éprouvé et l'incertitude de son sens, et dont l'incidence s'origine dans l'activité, la dynamique de la langue, comme coalescence de la jouissance du corps vivant et le champ primordial de la signifiance. Ainsi, empruntant à Antonin Artaud la métaphore, nous pourrions démontrer que l'a priori corrélationnel, parce qu'apophatique, se donne comme l'orée d'un infini percé. Deuxième proposition. Nous faisons l'hypothèse que la langue, comme astructurale, coalescence de la jouissance et du signifiant, institue l'animal humain d'une perte de jouissance qui est prise de jouissance, dont le corps est le lieu effectif du paradoxe, et l'inconscient singulier, le nom et la dynamique même, comme point source, comme béance productrice de la phénoménalité comme telle. Troisième proposition. Le corps est l'unique substance vivante d'un paradoxe modal. Il doit être compris au lieu de l'humain comme chair littorale. Je cite Lacan faisant lui-même référence à Henri Michaud. Alors je cite Lacan dans Littérateur. Entre centre et absence, entre savoir et jouissance, il y a littoral. Ce littoral, qui, à la différence d'une frontière, indique le bord mobile entre des hétérogénéités, c'est le corps parlant comme unarité dyadique, c'est-à-dire lieu paradoxal d'un point source métaphysique, dont l'unique forme offre l'antagonisme et dont les termes se subvertissent. Ainsi, comme centration d'une absentiation, la chair littorale est abcentration monadique. Je vous ai dit que ce n'était pas nécessairement plus clair. Quatrième proposition, cette inadéquation de l'apparaître, dont l'a priori corrélationnel est l'équation, ne révèle nul ailleurs adéquat de la corrélation, mais bien cet unique, absolu et singulier espace paradoxal de la chair littorale en son apophaticité, dont l'image de l'abîme, ou le trou, subsume la conceptualité. Nous nommerons donc la captivité propre de la corrélation comme lieu absolu, comme son lieu absolu, de captivité fantasmatique, car le passage à l'apparaître par la langue qui nous soutient institue la chair littorale, s'étaye d'une perte inaugurale, nécessairement singulière et intime, toujours une, dont la dynamique de jouissance qui la substitue et se répète est bien le propre de celui qui s'en trouve être le lieu. Et ce faisant, nous sommes des un tout seuls de notre jouissance fantasmatique, en raison même de notre institution subjective et humaine. Dès lors, nous sommes ouverts à l'absolu de la corrélation par le truchement de notre captivité fantasmatique, ce qui, loin d'être une fatalité, vaut comme ratage salutaire de l'humanité. Cinquième et dernière proposition. Enfin, parce que la phénoménalité humaine, en son absolu même, s'opère par ce truchement de notre captivité fantasmatique, de notre chair littorale, site singulier d'un savoir insu à lui-même qui se jouit, répétition qui fait l'identité aliénée d'un parlant, la nature de notre séjour est de part en part prise par la dynamique d'une expressivité signifiante insu, notre inconscient, en son fond disharmonique, où il nous apparaît que peut dès lors s'annoncer l'orée d'une éthique proprement humaine. Si la langue institue le vivant parlant humain d'une perte supplée et répétée par son fantasme propre, lequel n'est autre que la solution du sujet pour recouvrir l'hétérogénéité et l'impossible recouvrement de l'affectivité et du signifiant, dont le vécu humain est le lieu et l'inconscient singulier le nom, alors
c'est en direction d'une praxis singulière de la signifiance que s'ouvre notre éthique, laquelle vise l'invention singulière, l'orchestration inédite d'une pratique signifiante qui, sur fond de cet impossible, se rend à la hauteur de sa condition, loin de demeurer fixation au fantasme. Comme le dit Lacan, avant-dernière citation, dans Les Noms du Père, un séminaire encore inédit, l'inconscient nous mène à un peu plus de réel qu'à ce très peu de réalité qui est le nôtre, celle du fantasme. Il nous mène au-delà, au pur réel. Ce pur réel de notre béance, c'est-à-dire du fait d'être pris par une ignorance constitutive à travers nos vécus, cette béance, ce pur réel de notre béance, ouvre à ce que nous nommons ainsi humanisme négatif. Une nouvelle éthique qui, partant du trou, de l'abîme, de l'innommable constitutif de la vie du parlant humain, ouvre le salut possible d'une nomination nouvelle, nomination de l'innommable qui traverse l'humain. À l'instar de Nietzsche dans son Zarathustra, j'avoue regarder surtout le monde des hommes, la mer des hommes, et c'est vers elle que je jette ma ligne dorée en me disant « Ouvre-toi, abîme humain ». Et j'en termine par ce vers d'Hölderlin dans Mnemosyne, Ein Zeichen sind wir, deutungslos. Ainsi, c'est-à-dire, nous sommes un signe sans signification. Ainsi, l'abîme humain, que nous tous sommes, pris singulièrement, est un signe sans signification, où la dynamique signifiante de ce mystérieux corps vivant parlant que nous avons offre le salut possible d'une nomination inédite, où chacun pris un par un a à connaître et réinventer le propre de sa vie par la productivité qu'offre le langage, et plus encore ça la langue, tel serait ce qui constituerait le propre de l'humaine dignité de notre vie. Je vous remercie.